Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais pas si vous pouvez voir, je suis dans mon nouveau bureau puisque j'ai une pièce dans cet appartement, j'ai emménagé ici depuis le mois de janvier, j'ai une pièce dans cet appartement qui me sert de bureau. Et alors elle n'est pas encore finie de décorer, d'aménager et tout, mais je commence à avoir quelques petits coins qui sont plus ou moins finis. Je pense que là il y aura de la déco qui sera encore faite, mais en tout cas j'ai cet endroit là et je suis très contente de filmer aujourd'hui dans ce décor. J'ai aucune idée de si la lumière sera bonne, si si le cadrage ça marche et tout, on verra ça au montage et puis on s'améliorera, hein, comme d'habitude on va faire de l'essai-erreur. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo en face cam. J'ai deux intentions aujourd'hui. J'ai déjà l'intention, je suis super excitée en fait à l'idée de vous expliquer, de vous faire un genre d'update en fait sur ce qui se passe dans mon entreprise depuis que je l'ai créée. Parce que je vous en parle pas, je vous ai fait un post sur Instagram il y a 2 jours, hier ou avant, non hier, pour vous dire qu'en fait j'ai peur de parler de business, j'ai peur de parler d'entreprise, j'ai peur d'utiliser le mot business. J'ai envie de vous faire un update sur ce qui s'est passé ces 3 dernières années parce que j'ai consacré toute mon énergie sur la création de mon entreprise et sur le développement de l'entreprise et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Et j'ai surtout envie, donc ça c'est ma première intention, de juste vous partager en fait le parcours et ce que j'ai appris et comment ça s'est passé pour moi et tout parce que je suis super excitée à cette idée là. Je vais pas forcément tout vous dire dans les détails, si un vrai parcours vous intéresse avec les essais, les erreurs et tout, c'est une vidéo typiquement que je pourrais faire plus tard. Mais j'ai surtout envie de vous expliquer là-dedans le cheminement et l'apprentissage que j'ai fait en termes de système d'organisation. Parce qu'en fait, vous savez que je suis intéressée par tout ce qui est déconstruire au maximum, j'imagine que vous aussi, tout ce qu'on sait sur tout à peu près, hein, donc tout ce qu'on nous a appris socialement. Je trouve ça hyper intéressant de tout déconstruire. Je trouve pas forcément pertinent, et je vous en ai déjà parlé, parce qu'on a déconstruit, il faut absolument aller à l'encontre, parce que ça serait ignorer le fait qu'on est quand même des êtres sociaux et que c'est pas parce qu'on a compris que des croyances étaient construites socialement qu'on doit qu'on est obligé d'aller à l'opposé, ni qu'on peut s'en détacher, parce qu'on reste quand même des êtres sociaux. Mais en gros, ce qui m'intéresse, en plus de vous partager dans cette vidéo, là, de mon parcours, et de vous dire « Ah, c'est trop bien, je m'éclate dans mon job », parce que c'est vrai que j'adore mon métier et que j'y trouve un certain épanouissement, et si ça peut être inspirant pour vous, c'est génial. Mais c'est aussi de vous expliquer ce que j'apprends pour tous ceux qui, de toute façon, n'ont pas particulièrement envie de devenir entrepreneur et que ça n'inspire pas particulièrement, de vous montrer un petit peu tout ce que j'apprends en termes de comment les organisations fonctionnent et pourquoi finalement il y a tous ces systèmes qui sont... C'est affreux, par contre ça il va falloir que je trouve une solution parce que je trouve qu'on entend beaucoup le couloir et quand je filme ou quand j'enregistre c'est une horreur. Attendez, je vais laisser les gens passer parce qu'ils parlent fort. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de vous partager tout ce que j'ai appris sur les organisations et pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent de la manière qu'elles fonctionnent. Je pense que vous le savez et vous le voyez aussi, notre système actuel, il est hautement inégalitaire. Il est hautement... il y a des énormes différences sociales, il y a des énormes différences de richesse. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi c'est comme ça. Et le fait de créer une entreprise, moi, ça m'a permis de mettre de la clarté sur tellement de trucs. Donc, on y va. Pour vous situer un petit peu le truc. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Se Sentir Bien, qui est SSB. Donc pour ceux qui me suivent depuis 8 ans quasiment, depuis le début de la chaîne, vous m'avez vu professionnellement évoluer, personnellement évoluer. J'ai envie que ça reste comme ça. Alors je sais que pour certaines personnes, parfois c'est dur de voir... C'est marrant, mais c'est un peu comme les membres de la famille, vous savez. Vos parents, ils vous voient encore comme la petite fille et ils comprennent pas qu'aujourd'hui vous êtes peut-être vous-même maman, vous êtes peut-être vous-même je sais pas tel ou tel métier et ils vous voient encore comme la petite fille. Sur YouTube c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour ceux qui m'ont suivi depuis très longtemps, je sais qu'il y en a qui ont du mal, il y a des personnes qui m'ont dit des fois, ça me fait sourire, mais qui m'ont dit mais t'es pas entrepreneuse, t'es pas coach. Bah si en fait, c'est juste que quand tu m'as rencontrée, je l'étais pas encore et après je me suis formée, j'ai appris un métier, j'ai obtenu des diplômes et j'ai développé une entreprise et aujourd'hui si en fait. Donc c'est assez intéressant de voir que pour certaines personnes c'est un peu dur de suivre mais c'est effectivement là où j'en suis. Donc voilà, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Quand j'ai commencé, je pensais pas qu'un jour ça aurait un quelconque lien avec le métier que je fais aujourd'hui, que ça aurait un quelconque lien avec mon métier futur. J'avais quand même cette fibre entrepreneuriale, j'ai toujours été un petit peu comme ça me vient, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, j'ai une vidéo en préparation là-dessus, mais évidemment c'est un truc aussi socialement construit, hein, ça me vient de la façon dont j'ai été élevée, de ma mère, de mes tantes, on est dans une famille très femme entrepreneur, etc. Donc c'est pas un truc qui m'est tombé du ciel à l'âge adulte, c'est un truc pour lequel j'ai été conditionnée.
Et donc j'ai créé Se Sentir Bien, donc le podcast, il y a 3 ans à peu près, en septembre 2017. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à créer une activité dans le but d'en vivre. Je me suis lancée plusieurs fois dans l'entrepreneuriat sur YouTube, plusieurs fois je me suis plantée, je vous en ai jamais parlé, si vous voulez que je vous en parle, on pourra en parler dans une autre vidéo. Surtout que ça peut être super intéressant de voir que c'est pas que des réussites, hein, il y a beaucoup d'échecs dans tout ce que j'ai essayé de faire, en tout cas dans ma vie entrepreneuriale. Et en 2017, j'ai lancé mon activité, j'ai commencé à avoir mon premier revenu, mon premier chiffre d'affaires. À l'époque, j'étais micro-entreprise, enfin auto-entreprise. J'étais toute seule, donc voilà. En 2018, si je me trompe pas, c'est en 2018 que j'ai eu pour la première fois une personne qui m'a rejoint, donc c'était Claudia en tant qu'assistante. Donc l'entreprise a grandi petit à petit, j'ai commencé par du coaching individuel, d'abord il était gratuit parce que j'étais en formation, ensuite j'ai eu ma formation, donc après je commence à faire payer, d'abord je payais à la séance, puis en fait finalement je suis allée sur un modèle plus de accompagnement global avec un objectif plus qu'un nombre d'heures, etc. parce que ça me parlait plus. Donc c'est un modèle plus anglo-saxon qui a ce défaut, hein, mais que j'aime bien et qui me parle. Et au fur et à mesure du temps, je me suis mise à faire des coachings de groupe. Et oui, je vous ai pas dit, Se Sentir Bien, c'est une entreprise de coaching. Je sais pas s'il y a des gens qui tomberont sur cette vidéo sans connaître ce que je fais, c'est possible, donc si c'est votre cas, bienvenue. Se Sentir Bien, c'est une entreprise de coaching et moi je suis coach certifiée en émotion, donc je suis formée plutôt au coaching cognitif et comportemental. Voilà, il y a plein de points dans le coaching, mais c'est plutôt celui-là qui me parle. Et donc l'entreprise a grandi, donc je suis passée, je vais vous parler de chiffres, donc si ça vous... J'ai décidé de vous parler d'argent, même si ça me fait très peur, parce que je sais qu'il y a des gens qui croient que c'est ça dans ta poche, mais peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo, pareil, si ça vous botte, dites-moi, moi ça risque de m'intéresser de faire ça, vous faire une vidéo pour vous dire, bon en fait, qu'est-ce qu'il y a comme dépense dans une entreprise et qu'est-ce qui reste vraiment dans votre poche par rapport à ce que vous avez comme chiffre d'affaires. Parce que là, je vais vous parler de chiffres, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a dans ma poche. Hein. Donc, première année, 2017, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires. Deuxième année, 2018, j'ai eu ma première assistante, on a fait 72 000 € de chiffre d'affaires. Troisième année, 2019, c'est là que j'ai commencé à monter une équipe malgré moi, parce qu'en fait je prenais des freelances, j'avais besoin de choses pour m'accompagner parce que je peux pas tout faire et je suis pas la meilleure à tout, et du coup SSB a grandi, donc SSB c'est le petit diminutif de Se Sentir Bien, et a grandi, et au mois de mai on était 4 je crois, et au mois de septembre-octobre on était 14, donc ça vous donne un peu une idée. Et SSB en 2019 a généré 300 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Je vous parle des chiffres d'affaires TCC, donc tout ça, faut enlever la TVA, les charges sociales, enfin bon bref, il y a l'impôt sur les sociétés. Voilà, bon, c'est juste le chiffre d'affaires, ça vous donne un peu une idée. Ce que je veux, la raison pour laquelle je vous donne ça, c'est pour vous montrer qu'en fait en 2 ans, ça a été multiplié par 10. Voilà, pour que vous voyez un peu la croissance. Parce que ça va étayer ce que je vais vous dire après. Et là, depuis le début de l'année, on est en 2020, on est au moment où j'enregistre ça, on est début juillet, on a fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Depuis le début de l'année, on est revenu à une équipe de 8 personnes. Donc on est une équipe un peu plus petite, et il se passe tout un tas de questionnements. Quand vous montez une société comme ça, moi mon objectif, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus plus orientée sur quelle est la mission que je me suis donnée avec SSB, pourquoi j'ai fait cette entreprise-là, qu'est-ce que je veux avec cette entreprise-là, même si je vous en parle en long, large dans le podcast, hein, je vous ai parlé plusieurs fois de pourquoi je fais ça. Le podcast, c'est vraiment l'endroit où je me place en tant que coach. Ici, je me place plus en tant que Esther Taïfé, où je vous parle, oui, mon métier parce que ça me passionne, mais aussi de toutes les autres choses qui me passionnent dans la vie, et que j'ai envie de partager, parce qu'il y a plein de choses qui me passionnent que j'ai pas envie de partager avec une audience de 100 000 personnes. Mais voilà, je ne pense à rien de particulier, bien sûr. Ceux qui me connaissent, ils vont se marrer en écoutant ça, mais bon. Du coup, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ma mission de vie, entre guillemets, c'est un énorme mot pour dire finalement ce que je me suis donné comme mission avec l'entreprise et pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai foutu mes tripes et pourquoi ça m'anime, j'en parle plus dans le podcast, mais je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc, en gros, pour vous donner le tableau, c'est génial, hein. Moi je trouve ça hyper excitant pour quelqu'un qui aime grandir. Vous savez que j'aime pas stagner, je suis pas du tout quelqu'un enfin, j'ai peur de l'ennui, enfin, je suis vraiment quelqu'un qu'il faut que ça boum quoi, il faut que ça pulse un peu, parce que sinon je m'ennuie assez vite, ça peut être même fatigant. Marie me dit souvent, c'est ma meilleure amie que vous connaissez peut-être des réseaux sociaux, etc., qui est tatoueuse, qui est aussi à son compte. Marie, elle me dit, rien que de te regarder, je suis fatiguée, donc voilà, il faut que ça pulse. En fait, ce qui est important de voir, c'est que la boîte, elle est passée de je suis toute seule en 2017 à on est 8 en 2020, en faisant un chiffre d'affaires qui est fois 20. En fait, j'ai fait x3 chaque année.
en gros, hein, à la louche, hein, pas exactement, mais x3 chaque année. Ça vous donne un peu l'idée. Donc là, on est encore en train de faire x3 cette année. On a fait 300 000 l'année dernière, on va faire 1 million cette année. Ça va vite, en fait. Ça va vite. En termes de structure, en fait, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que vous imaginez bien que quand on bosse tout seul, c'est pas du tout pareil que quand on bosse avec quelqu'un qui nous assiste et qui lit nos emails et qui répond aux clients et qui fait du support client et toutes ces choses-là. C'est pas du tout la même chose quand on commence à avoir une équipe de coachs qui nous accompagne, quand on crée un programme de groupe, quand on veut, enfin on a tout le juridique, on a les contrats avec les clients, parce qu'évidemment quand on coach quelqu'un et qu'il y a plusieurs milliers d'euros en jeu, il y a un contrat entre la personne et moi pour protéger les deux parties. Enfin il y a tout un truc, et puis moi j'ai appris sur le tas, hein. Je connaissais pas le marketing, je connaissais pas la vente, j'avais même peut-être des choses que vous avez, parce que je sais que vous êtes certaines femmes notamment à m'avoir dit que vous aviez des problèmes avec le mot marketing, le mot business et tout ça. Donc moi j'avais les mêmes, hein. Pensez qu'on a grandi dans la même société, donc tout ça il a fallu l'apprendre sur le tas, mais moi je connaissais rien à la vente, je connaissais rien au marketing, j'ai pas du tout une formation à la base dans le management, dans toutes ces choses-là, donc je connaissais pas tout ça. J'ai été allergique à tout ce qui est micromanagement, à tout ce qui est hiérarchie, espèce de truc à donner des ordres aux gens et tout, enfin vraiment, et il a fallu réfléchir à comment faire grandir tout ça. Et j'ai fait plein de conneries. Et j'ai pas trouvé, en fait, pour l'instant, la façon de fonctionner qui fasse que ça soit efficace, etc. Et j'arrive à un stade où, en fait, dans l'entreprise, où je comprends pourquoi est-ce que déjà, je comprends pourquoi il n'y a pas de moyennes entreprises en France, et je comprends pourquoi les gens font les choix qu'ils font que je jugeais avant. Donc, par exemple, j'ai toujours eu énormément de jugements vis-à-vis des gens qui faisaient de la fuite fiscale. De l'évasion fiscale, c'est-à-dire les personnes qui vont déclarer leur entreprise de Delaware à Andorre ou j'en sais rien en Irlande, et qui vont vivre à Malte ou je ne sais pas où, à Dubaï ou ce genre de choses. Toujours eu énormément de gêne par rapport à ça, parce que moi personnellement, ce serait mentir que de vous dire que je suis complètement alignée avec les valeurs de la France. Je suis pas du tout alignée avec les valeurs de la France sur plein d'aspects. Je suis alignée sur certains. J'aime le fait qu'en France on ait la sécurité sociale, qu'on ait l'éducation. Moi j'ai fait un doctorat, comme vous le savez peut-être, dans mes études, et j'ai été entièrement financée, boursière et tout ça. Sans ça, j'aurais jamais pu le faire vu mon milieu social d'origine. J'adore le fait que là il y a le coronavirus. Est-ce que vous avez vu comment on a pu gérer la crise dans notre pays? Alors il y a plein de dysfonctionnalités, mais les gens peuvent se faire soigner parce que c'est gratuit, parce que il y a une vraie accessibilité. Donc je suis d'accord avec toutes ces choses là, et j'aime cet aspect communautaire de soutien, etc., qui est dans notre pays, qui est quand même à l'origine d'énormément de choses dans notre politique, mais il y a aussi tout un tas de choses qui me parlent pas. Il y a des choses qui me parlent beaucoup plus dans des valeurs un peu plus, des cultures un peu plus anglo-saxonnes. Je me sens pas particulièrement en adéquation totale avec la culture française et avec les valeurs françaises, mais j'ai pas du tout envie de partir à l'étranger. J'ai pas du tout envie. Enfin, j'adorerais aller m'installer à l'étranger, genre j'adorerais vivre aux États-Unis quelques années, j'y ai passé quelques mois, mais je veux dire, j'ai pas envie de m'installer là-bas pour des raisons fiscales. Enfin, d'ailleurs, aux États-Unis, ça serait pas. Enfin, bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais j'aimerais pas m'installer dans un pays pour des raisons fiscales, et c'est pas du tout mon intention, quoi. J'ai vraiment envie de rester en France. Je suis très heureuse de payer des énormes impôts français. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, la société se sentir bien, elle a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, j'ai eu 12 000 euros dans ma poche. Ça vous donne un peu une idée. Donc c'est beaucoup d'argent, hein, 12 000 euros à l'échelle. Donc là, on parle de moi en tant qu'Esther Taïfé, donc en tant qu'une personne physique. C'est beaucoup d'argent d'avoir ça sur son compte en banque à la fin de l'année. Mais vous pensez bien que sur 300 000, c'est quand même pas grand-chose. Donc ça nous donne un peu une idée de combien part en charge, en dépenses. Sachant qu'il y a énormément de choses qui ont été réinvesties dans la croissance de l'entreprise. Vous imaginez bien que si l'entreprise elle a fait x3 chaque année, c'est que j'ai investi pas mal dans la croissance et dans l'apprentissage, dans le fait de me faire aider par des personnes qui savent mieux que moi, des consultants, des gens qui ont fait des choses à ma place parce que je ne savais pas le faire. Enfin voilà, vous imaginez bien. Mais en gros, du coup, là, je suis au stade où je me dis, ah ouais, en fait, je suis au stade de la croissance de l'entreprise, où les questionnements que j'ai en ce moment, c'est, ok, j'ai une équipe, mais c'est tous des freelances. J'arrive au stade où, au début, évidemment, j'ai pris un freelance, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, là, je me rends compte que, autant au départ, c'était un besoin de freelance par-ci par-là, autant là, j'ai vraiment envie de construire une équipe avec qui poursuive les valeurs de l'entreprise. De toute façon, j'ai toujours infusé ça dans l'entreprise, c'est-à-dire que pour moi, tout le monde, on essaie d'écouter tout le monde a son mot à dire sur les décisions qui sont prises, et une espèce de volonté de faire descendre l'information et de brainstormer ensemble. Je suis en train de lire un super bouquin justement qui s'appelle Reinventing Organization. Je vous mettrai peut-être la miniature, le lien,
tout ça en barre d'infos, je l'ai pas fini mais je suis en train de lire là-dessus. En tout cas pour l'instant, avec les compétences que j'ai et avec là où j'en suis, j'ai pas réussi à faire un truc bien, même si l'intention est là et que les filles dans la boîte, parce qu'on est que des femmes, disent qu'elles le ressentent, il y a une vraie culture et tout qui est en train de se créer, on essaie de prendre les décisions ensemble, il y a des valeurs et on s'en sert vraiment pour prendre les décisions, hein. C'est pas des valeurs, vous savez, comme dans les boîtes où il y a marqué des valeurs au tableau et puis en fait personne ne les regarde. Donc il y a une vraie volonté de bien payer les gens, de bien faire les choses et tout, mais en fait c'est hyper compliqué les gars. Et jusqu'à maintenant les freelances ça allait, et maintenant j'arrive à un stade où en fait il va me falloir des gens à temps plein pour réfléchir à la stratégie long terme, parce que là on commence à avoir pas mal de chiffre d'affaires en jeu, hein. On n'est plus en train de bidouiller des trucs dans les coins, là on a besoin de se structurer davantage, on a commencé à bien huiler les process et tout ça, mais on a besoin de continuer à évoluer et à grandir, et pour ça il faut des personnes qui soient salariées et qui aient envie de donner de leur temps et de leur énergie pour ça. Et déjà moi j'ai un problème éthique avec le fait de demander à quelqu'un de donner de son temps plein et la totalité de son énergie à ça. Enfin, il faut vraiment que la personne soit inspirée par ce qu'on est en train de faire et que je m'assure de ça, parce que sinon j'y arrive pas quoi. Mais c'est pour l'instant c'est le cas, j'ai la sensation qu'en tout cas les personnes qui bossent avec moi c'est le cas. Dans une certaine mesure, il y en a, elles savent très bien que leur mission de vie c'est leur business à elles ou tout ça, mais que en tout cas SSB s'inclut là-dedans. Et là je suis vraiment dans un questionnement où je me dis ah ouais, en fait les autres boîtes elles partent à l'étranger à ce stade, parce que là si je veux croître en fait, je vais avoir besoin d'embaucher des gens. Je peux pas juste avoir quelques freelances dans les coins. Je suis obligée de créer une structure, de créer une structure dont je connais pas encore la nature parce que je l'ai pas encore créée. Pour l'instant, j'ai un système qui est assez pyramidal, même si comme on est suffisamment peu, on brainstorm tout ensemble et on prend les décisions collectivement. Mais in fine, la structure, si on la regarde vraiment, elle est pyramidale. Voilà, moi j'avais pas vocation finalement à apprendre à créer des structures. Je m'étais pas penchée sur la question. Quand je me suis lancée, je me suis juste lancée moi dans les coins et le truc a grandi et j'ai eu envie de le nourrir et de créer un truc chouette et voilà. Mais du coup je me rends compte que là, à ce stade où on est une entreprise comme la mienne, en fait c'est le moment où il faut embaucher des gens à temps plein, pérenniser les processus, prendre des décisions pour le long terme et vraiment asseoir la structure et toutes ces choses là. Et en fait là, si je venais à juste salarier les gens qui sont là, en fait je coule la boîte. Et j'ai besoin de plus de personnes. Donc vous imaginez le truc. Donc je suis à un stade où dans la croissance de l'entreprise, quand on arrive à ce stade-là, en fait je suis arrivée presque au stade de maximum de croissance avec le modèle actuel. Il va falloir que je salarie les gens et qu'on prenne les décisions à plusieurs et au-delà du fait que de toute façon, si on continue à faire ça, vu la taille qu'est en train de prendre notre entreprise et vu que maintenant j'ai des freelances qui sont en fait des freelances récurrents qui sont là tout le temps, ça serait de l'assimiler salariat en plus légalement, même si c'est des personnes qui ont aussi leur propre activité, qui bossent pour d'autres clients, etc. Puis même moi éthiquement je me verrais pas le faire, et puis à terme si je demandais à ces personnes de consacrer encore plus de temps à SSB et moins de temps à leur entreprise jusqu'au point de devenir à temps plein, bah ça serait même pas légal. Donc de toute façon j'ai cette obligation là de changer de modèle, et je me rends compte que si je le fais en l'état, je coule la boîte. Et là je regarde donc du coup les autres personnes qui ont des entreprises qui ressemblent à la mienne, avec des modèles, des business models qui ressemblent aux miens, qui ont des structures un peu comme les miennes, et je vois que toutes ces personnes elles partent à l'étranger. Elles partent à l'étranger pour plein de raisons. La première c'est parce que ça permet d'économiser sur la trésorerie et donc d'embaucher davantage de gens, parce que quand tu vas à l'étranger et que tu payes plus de 10% d'impôts, voire moins, ça change la donne, hein. Et puis il y a aussi le fonctionnement du salariat, c'est-à-dire que là aujourd'hui, si jamais, vous imaginez bien que comme la structure elle a augmenté, je fais x3 chaque année, donc c'est énorme en fait comme croissance, et du coup vous imaginez que les besoins dans la boîte ont évolué, j'ai pas du tout les mêmes besoins que ce que j'avais il y a 3 ans, donc les personnes que j'aurais embauchées il y a 3 ans, maintenant je saurais pas forcément quoi en faire en fait, ça serait plus les mêmes compétences, ça serait plus les mêmes personnes, et c'est ça en fait qui est assez flippant dans la façon de fonctionner du salariat aujourd'hui en France. C'est qu'en fait si vous salariez les gens c'est à vie en fait, vous pouvez pas, c'est compliqué, il faut faire des ruptures conventionnelles, ça coûte énormément d'argent à l'entreprise, pour une petite structure comme la mienne c'est un suicide en fait, un mauvais recrutement, et c'est hyper flippant. Et puis au-delà de ça, moi j'ai des fortes valeurs de liberté, d'autonomie, etc. Et j'ai un problème avec cette espèce de contrat qui scelle les gens. Comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai un problème éthique, mais bon, je suis en train de bosser dessus, tout ça c'est des croyances limitantes et il faut que j'apprenne à trouver un modèle qui me correspond et tout. Mais c'est vraiment le questionnement que j'ai en ce moment, c'est ça.
c'est comment je vais structurer, comment je vais continuer à grandir l'entreprise, parce que je pourrais rester en l'état, mais en l'état en fait on va aller droit dans le mur, enfin genre on peut pas ne pas croître en fait, parce que là c'est en fait ce que je suis en train de faire, la structure qu'on a actuelle, elle est bien comme structure transitoire, cette structure où vous passez de je suis tout seul à j'ai quelques freelances et après j'ai des salariés, mais vous pouvez pas rester je suis tout seul et j'ai quelques freelances et il y a un roulement dans les freelances, parce que sinon vous êtes tout le temps en train de former des gens, vous êtes enfin c'est hyper chronophage et c'est pas comment dire, c'est pas la meilleure structure possible quoi. Ça va comme structure de transition, le temps de comprendre vos besoins et du coup après embaucher selon vos besoins. Et moi là je suis dans une période où je trouve ça hyper excitant et en même temps super stressant. Je me rends compte que en fait c'est hyper facile de reproduire les modèles. C'est-à-dire que déjà j'ai de l'empathie maintenant pour les entreprises qui partent à l'étranger. Je dis pas que je valide et tout, hein, mais je comprends en fait pourquoi les gens font ça. Ils font ça parce qu'ils ont peur de couler leur boîte. Ils font ça parce qu'ils veulent maximiser leurs profits. Ils font ça, alors certes, il y a une forte valeur argent, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont une forte valeur argent, dans le sens, alors, ce que j'appelle valeur argent, c'est qu'ils valorisent le fait d'avoir de l'argent sur leur compte en banque, ils valorisent le fait de créer de la richesse au sens argent, de s'acheter des choses. Et je sais qu'il y a plein de gens que ça débecte ça, et je l'entends, je le comprends, mais vous voyez que c'est juste une vision du monde qui est différente. Dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, au contraire, c'est valorisé, c'est glorifié, etc. Donc c'est vraiment juste une histoire de perception. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui valorisent ça. Donc il y a une part de la raison pour laquelle ils font ce choix-là qui est celle-ci, mais c'est pas que celle-là en fait. Il y a vraiment une raison structurelle. Parce que moi je me disais je ferais jamais ça puisque j'ai pas cette valeur-là, j'ai envie de m'enrichir, oui, j'ai envie de m'acheter ma maison, ma résidence principale, j'ai envie de me payer un beau mariage, j'ai envie de faire des choses comme ça, j'ai envie de me payer un beau voyage, j'ai envie de permettre à ma mère d'avoir une jolie retraite. Oui, bien sûr, mais ça reste, j'ai pas besoin d'un yacht et d'une Lamborghini quoi. On se comprend, je pense. Du coup je pensais que ces choix-là c'était uniquement pour des gens qui voulaient finalement s'enrichir sans aucune limite. Et en fait non, c'est pas aussi simple que ça. Donc déjà rien que cette réalisation-là, moi je l'ai trouvée, je suis en plein dedans hein, cette réalisation de ces derniers mois. Je suis en train de me dire ah ouais, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça explique bien pourquoi en France c'est que des toutes petites entreprises ou des très grandes entreprises. C'est que tous ceux du milieu qui ont survécu sont partis à l'étranger, ou alors elles se sont emplâtrées dans le mur quoi, parce que le système est tel que actuellement tu coules ta boîte si jamais tu essaies de croître au-delà de ce niveau là. Et ça m'explique aussi pourquoi j'ai beaucoup de personnes, par exemple j'en parlais avec une de mes tatoueuses à un moment donné, on parlait de la structure de son entreprise et tout ça, et elle me disait qu'elle essayait de rester en dessous d'un certain chiffre d'affaires parce qu'elle voulait pas passer les échelons, parce que sinon après c'était dur en fait de grandir. Moi j'étais oui bon c'est dommage d'avoir peur des risques, moi j'ai tendance à voir grand, à voir en termes d'abondance, et moi la raison d'être, ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la raison d'être d'SSB c'est pas juste de moi me permettre de vivre, parce que moi me permettre de vivre ça fait un moment que c'est le cas en fait, là la seule raison que j'ai de faire croître davantage c'est de croître l'influence et croître du coup la contribution de SSB. C'est-à-dire que moi je crois fort en le coaching, je crois fort en le message que j'ai à donner ici sur cette chaîne et dans le podcast, et du coup si je limite l'entreprise, je limite aussi son impact, et pour moi c'est inenvisageable. Donc je suis vraiment en train de réfléchir à comment je vais faire pour trouver des structures. Autre chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que malgré moi, même si je parle en termes de valeur, et honnêtement je suis sur cette chaîne et dans la vie et dans ma boîte comme je suis tout court, j'essaye en tout cas d'être aussi authentique que possible, en fait je me rends compte que c'est super dur les rapports humains, c'est super dur de gérer une équipe, c'est super dur d'emmener tout le monde vers la vision et d'inspirer les gens plutôt que de les diriger et de les micromanager. Je me rends compte aussi que en fait malgré moi il y a des dynamiques de pouvoir et d'ego qui se mettent en place. Et je comprends du coup pourquoi on se retrouve finalement avec des structures où au final il y a des dirigeants qui prennent des décisions et des gens qui les appliquent, et que les gens qui les appliquent sont pas du tout inspirés et les dirigeants sont flippés et ont énormément de pression et de stress dans leur vie. C'est dysfonctionnel as fuck, et c'est fascinant de le voir et de voir les dynamiques de pouvoir se mettre en place sans que je le veuille, et de voir par exemple certaines personnes avec qui je travaille avoir peur de me dire les choses, avoir peur de me dire là Esther je pense que tu fais une connerie, ou là je pense que cette décision je suis pas d'accord, ou là je comprends pas pourquoi telle ou telle chose a été faite, et de voir en fait qu'il y a une espèce de peur qui se crée et qu'il y a une hiérarchie qui se crée malgré moi. Et du coup, ça demande réellement de penser, de réinventer l'entreprise. Et le truc, c'est que moi, c'est pas du tout ma vocation. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai créé tout ça, je me suis pas dit je vais réinventer l'entreprise. Et c'est pas un truc qui m'inspire particulièrement, les structures, les groupes et tout. C'est pas que ça m'inspire pas, mais la seule raison pour laquelle je me penche sur la question en ce moment et que je lis des bouquins comme Reinventing Organization, c'est parce que je vois la valeur pour ne pas couler ma boîte, et que je vois la valeur du coup pour la contribution que j'ai envie de faire ici.
Mais du coup, ce que j'ai envie de donner comme message ici, c'est déjà d'une, vous faire part un peu de ce que moi je vis, des questionnements que j'ai, et de deux, de vous dire, tiens, de vous, en tout cas de vous proposer de vous dire, ok, quand je vois des trucs absurdes qui se font, genre des personnes où vraiment elles gagnent énormément d'argent en comparaison à d'autres, ou des illogismes dans vos structures, dans votre entreprise, vous dites tiens mais pourquoi est-ce que mes boss ils font ça comme ça, mais c'est complètement stupide. Si vraiment vous voyez ce genre de truc, pensez au fait qu'en fait c'est une histoire qui est structurelle. Et c'est quelque chose, enfin je vous parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps que je vous mettrai ici, où je vous parle de la différence, enfin développement personnel versus lutte sociale. Et donc je vous parle de la différence entre la vision individuelle et la vision globale, le groupe, etc., les dynamiques de groupe. Là c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que dans ma boîte, j'avais pas du tout l'intention de recréer des dynamiques d'entreprise avec des hiérarchies, la peur du supérieur, la peur de pas atteindre ses résultats, ses objectifs, le fait de faire du présentiel, de montrer qu'on bosse beaucoup et tous ces trucs-là, toutes ces dynamiques que je trouve un peu toxiques. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, on attribue souvent ça au patron ou au supérieur en disant ils pensent comme ça, ils sont un but de pouvoir, d'argent et tout ça. Et en fait, oui, il y a une part de ça, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et je trouve ça fascinant de m'en rendre compte moi-même dans ma propre structure. Et du coup, ça me lève moi-même mes propres croyances limitantes que je peux avoir sur les grands patrons et toutes ces choses-là. Je dis pas que c'est bien, hein, je dis juste que ah ok, ça s'explique et ça se comprend structurellement. Et je trouve ça absolument fascinant. Voilà, si vous êtes emballé par ça, moi j'aimerais bien vous partager un petit peu les décisions structurelles qu'on va prendre et dans quelle direction je vais aller avec cette entreprise. Et je sais pas, je trouve ça fascinant. Et en plus, en tant que femme, j'ai énormément de trucs à dire. Je peux vous dire que voilà, c'est assez drôle. Et j'ai envie de vous inviter à remettre en question en fait toutes les croyances que vous pouvez avoir sur quand vous voyez des choses absurdes ou des abus de pouvoir, en fait, de vous dire ok, qu'est-ce qui peut expliquer ça d'un point de vue structurel, et de vous dire qu'il y a forcément une explication. Et quand vous voyez un truc qui se reproduit dans toutes les structures, en fait, il y a très peu de chances que ça soit la faute des personnes, en fait. Il y a de très bonnes chances que ça soit la faute du système et de la structure. Et je ne sais pas du tout comment je vais m'affranchir du système, hein. Je suis pas sûre que j'en sois capable. Mais je vois qu'il existe de nouvelles choses et qu'il y a moyen de moyenner avec d'autres façons de fonctionner, donc je suis en train d'apprendre de tout ça. Et puis écoutez, je continuerai à vous embarquer dans l'aventure. Et puis je m'arrête là pour cette vidéo, je suis très contente de l'avoir faite. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao ciao.